semaine après le référendum en Catalogne, la tension est à son comble en Espagne. On fait le point avec Éric Viladrich Castellanas et Joseph Facal. Bonsoir, messieurs. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Merci. Éric Viladrich Castellanas, vous êtes responsable des études catalanes à l'Université de Montréal et président du Cercle catalan du Québec. Joseph Facal, vous êtes chroniqueur au Journal de Montréal et vous avez publié une série d'articles sur cette crise qui secoue l'Espagne. Tous les deux, vous étiez là dimanche dernier. Je tiens à préciser que nous avons aussi invité le consul d'Espagne qui a décliné notre invitation. Dimanche dernier avait lieu le référendum d'autodétermination en Catalogne malgré l'opposition ferme du gouvernement espagnol dirigé par le premier ministre Mariano Rajoy qui a tout fait pour en empêcher la tenue. La journée a été marquée par des interventions d'une grande violence menée par la police nationale, plus de 900 blessés, des images qui ont fait le tour du monde. Manon. Moi, ça me lève le cœur de Ces gens-là regarder veulent ça. voter. Oui. Vous revenez tous les deux d'Espagne. Comment avez-vous vécu ce dimanche noir? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait plus de 2000 lieux de votation. Il y a eu des interventions policières dans à peu près 300-400 d'entre eux. À mon avis, la police intervenait là où c'était logistiquement faisable pour elle, mais aussi là où devaient voter les leaders du mouvement catalan. Ah ouais. Ce que les images ont moins montré, c'est les plus de 1500 endroits où le vote s'est déroulé assez normalement, mais pas tout à fait normalement. J'ai vu, Guy, des gens qui sortaient du bureau de vote, les yeux humides, émus, qui applaudissaient, qui se faisaient applaudir par des gens qui attendaient pour voter, des gens qui se tassaient pour laisser passer les personnes âgées, des gens pacifiques, souvent âgés, qui se rappelaient le franquisme, qui ne demandaient qu'à faire une croix sur un bulletin de vote. Le oui l'a largement emporté avec 90 % des voix, malgré les centaines de bureaux de scrutin fermés par les forces de l'ordre, mais seulement 42 % des électeurs ont voté. Je vous cite, Joseph Facal, « Si le premier ministre d'Espagne avait permis le référendum et fait campagne pour le non, comme l'ont fait les adversaires de la souveraineté au Québec et en Écosse, il aurait sans doute gagné. Vous êtes sûr de ça? » J'ai toujours senti que les Catalans, un peu comme les Québécois, sont plus catalanistes que souverainistes. Ouais. Les Québécois ne veulent pas le statu quo, mais ne sont pas majoritairement pour la souveraineté. Ils voudraient un meilleur deal. J'ai le sentiment que beaucoup de Catalans modérés sont un peu là-dedans. Et j'ai le sentiment que si Mariano Rajoy avait fait campagne pour le non, pour les mérites de rester en Espagne, ça se plaide, comme Jean Chrétien, peut-être qu'il aurait gagné. Mais là, je crois qu'il a mis une bûche dans le poids des nationalistes. Éric, qu'en pensez-vous? Si, il y a quelques années, l'Espagne avait vraiment cédé et avait vraiment comme négocié un référendum, il aurait suffi une petite entente économique qui aurait vraiment satisfait peut-être une 15-20 %. Mais maintenant, il est trop tard, parce que ce n'est plus une question maintenant d'économie d'identité. Ça, on ne peut pas revenir de ça. Là. Il y en a avant, il y en a après. Oui. Éric, vous êtes natif de la Catalogne. Vous y avez grandi. Vous avez d'ailleurs encore de la famille. C'était comment de vous retrouver avec vos proches en ce jour historique? C'était beaucoup d'émotions. J'ai eu la chance d'assister la veille du référendum à une réunion secrète, comme tant d'autres avaient lieu en Catalogne la veille, où dans un couvent, il y avait des centaines de personnes qui étaient chargées du référendum le lendemain, qui recevaient les dernières instructions. Les gens se parlaient en code. Les gens se disaient « J'ai déjà la liste de l'épicerie, mais il me manque les paniers de l'épicerie ». Ça voulait dire qu'il y avait des gens qui avaient déjà l'urne pour voter et d'autres qui manquaient encore la liste électorale. On avait vraiment l'impression d'avoir retourné 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, à la fin du franquisme. D'ailleurs, plusieurs ont comparé cette répression policière ordonnée par Madrid au régime de dictature de Franco qui a sévi en Espagne de 1939 à 1975. Est-ce que c'est exagéré?
Ben écoutez, je veux vous dire qu'il y a des membres de la communauté catalane qui ont quitté l'Espagne dans les années 60-70 justement à cause de ces images-là, d'avoir dû courir devant la police franquiste qui n'en revenait pas quand ils voyaient ça. Et dans le petit bureau de vote dont je vous parle, d'une municipalité de 600 électeurs, nous étions barricadés à la porte pour empêcher vraiment l'arrivée de la police. On a vu des images qui faisaient République de bananes. Mais là, on n'est pas dans une dictature latino-américaine des années 70. On est en Europe. On est dans le pays de Picasso, de Salvador Dali. L'Espagne, c'est pas n'importe quoi. L'Espagne, c'est un des pays qui a le plus forgé la civilisation occidentale. C'est une très grande nation. Et donc, évidemment, voir ce comportement, c'était absolument déplorable. Quand vous avez un problème politique, vous devez lui trouver une solution politique. Mais non, Mariano Rajoy s'est réfugié derrière des juges et derrière des policiers à qui il a donné l'ordre de saisir des urnes et de frapper des électeurs. C'est inqualifiable. La Catalogne, est-ce qu'elle est en droit de réclamer son indépendance ou est-ce que c'est le triomphe implacable de l'État de droit? Qu'est-ce qui en est juridiquement? C'est extrêmement complexe. Le gouvernement catalan invoque le droit à l'autodétermination des peuples. Le problème, évidemment, c'est qu'en droit international, au sens strict, le droit à l'autodétermination est pour les nations colonisées, les nations opprimées. Donc, on peut plaider effectivement que ça ne s'appliquerait pas. D'un autre côté, quand M. Rajoy dit « c'est la loi », il faut comprendre aussi, Guy, que la loi, la Constitution, c'est supposé être un document vivant, évolutif, qui s'adapte au changement. M. Rajoy brandit la loi comme si c'était un texte religieux, intouchable. Non, la loi, c'est important, mais pas que la loi. Vous avez ici un peuple, car clairement, les Catalans sont un peuple, qui disent « on est mécontent, on voudrait une négociation ». On ne peut pas simplement leur dire « la loi vous l'interdit ». Vous l'interdit. Est-ce que vous avez voté, vous? Moi, j'ai voté. En fait, je suis voté avant d'aller en Catalogne. Vous avez voté ici? Oui, parce que la communauté catalane à l'extérieur, nous avions la chance de pouvoir voter en envoyant notre vote directement à Washington. Il se trouve la délégation de la Catalogne en Amérique du Nord. Dans toute l'Amérique, Nord-Sud, nous avons tous envoyé notre vote. À Washington. Parce que nous, on savait que Post-Espagne, l'équivalent de Post-Canada là-bas, mais on l'a vu déjà pendant la campagne référendaire, ils saisissaient tout ce qui avait l'air d'être quelque chose de référendum. Donc, je suis parti en sachant que moi, j'avais déjà voté. Vous avez voté pour le non? C'est clairement, j'ai voté pour le oui. Oui. Le président catalan, Carles Puigdemont, a laissé peu de place au doute quant à son intention de proclamer l'indépendance, quoi qu'il arrive. Mais comment le président catalan peut-il enclencher le processus d'indépendance si Madrid s'y oppose? Moi, je vais être bien franc avec vous, Guy. Je ne vois pas de sortie facile. Je pense que cette crise va s'installer dans la durée et je crains de devoir vous dire que les choses pourraient même s'aggraver. Quoi, une guerre civile? Non, peut-être pas une guerre civile. Mais il faut comprendre que dans les deux camps, les modérés ont été écartés. Dans chaque camp, c'est vraiment l'aile dure qui prédomine. M. Puigdemont, le président catalan, est lui-même membre d'un gouvernement de coalition et il a une petite aile très, très turbulente qui lui dit « allons-y pour la déclaration unilatérale ». Je crains de devoir dire qu'avec un taux de participation de 42 c'est une base trop fragile pour une déclaration unilatérale. Je ne pense pas que les autres pays reconnaîtraient ce nouvel État. Et ma crainte, c'est que Madrid n'attende que ce prétexte pour invoquer l'article 155 de la Constitution. Et ça, c'est la mise sous tutelle pure et simple des institutions catalanes. Fini le Parlement, fini le gouvernement. C'est un gros, pensez-y bien. En plus, on demande la médiation de l'Union européenne. Je suis au regret de vous dire qu'il n'y en aura pas de médiation. Parce que les autres pays européens, eux aussi, ils ont des minorités nationales turbulentes. Ils craignent la contagion. Alors, Emmanuel Macron, le Justin européen, va condamner hypocritement la violence, mais il ne lèvera pas le petit doigt. Ça va arrêter là. Éric, vous en pensez quoi? Moi, je pense que oui, il faut voir ce qui se passe avec la communauté internationale, ce qui se passe avec l'Europe. Mais on a déjà fait preuve cette semaine avec une grève générale qui a eu un succès énorme et bloqué pendant plusieurs jours l'économie de la zone euro si l'Europe ne bouge pas parce que les droits les plus fondamentaux ne s'interpellent pas. Avoir une certaine mouvance ou turbulence dans la zone euro, ça peut le faire agir. Et aussi, il faut dire que je ne suis pas d'accord que ce soit vraiment entre des extrémistes.
Le gouvernement catalan, ils ont quand même approuvé la loi référendaire et en même temps la loi des transitoriétés juridiques vers la Constitution de la République qui oblige en fait le gouvernement à tenir compte du résultat de ces référendums. Oui, on parle de 42 % de participation, mais il y a 770 000 votes qui ont été vraiment déposités dans des zones qui ont été saisies par la police. Donc, on était autour de 50 %. Ça aurait donné, 50 Et plus d'autres personnes qui ne sont pas allées voter, qui n'ont pas pu aller voter. Oui, parce qu'il y avait peur. Et dans les sondages qui précédaient dans les journaux de droite, de gauche, etc. et tout, disaient qu'il y avait entre 60 et 65 % des Catalans qui étaient prêts à aller voter, même si ce n'était pas un référendum négocié avec l'Espagne. Il faut dire que c'est une force économique, la Catalogne aussi, l'Espagne. Ça joue beaucoup. C'est le PIB au-dessus de 20 oui, c'est énorme. 25 % d'exportation. Ça explique pourquoi Madrid est terrorisé à la perspective d'une souveraineté catalane. C'est le moteur économique de l'Espagne qui partirait. C'est d'ailleurs pour ça, curieusement, qu'on n'entendait pas beaucoup les discours apocalyptiques au plan économique qu'on entend au Québec. J'ai pas beaucoup entendu les fin des pensions de vieillesse, les compagnies vont partir. Non, ça marchait pas. Bien sûr. C'était vraiment un débat identitaire, culturel. En fait, je me rappelle, à la sortie d'un bureau de vote, j'ai rencontré une dame très âgée qui m'a dit « Madrid a pris sa force et en a fait une loi. Et il a pris sa loi et il en a fait un marteau. » Et j'ai trouvé que ça résumait parfaitement ce qui se passe. Mais en dehors avec ces images de violence, ou en dehors de la classe politique en Espagne, le peuple, comment il se ressent dans tout ça? Parce que ça met en question la puissance de la Constitution, les droits et libertés. Est-ce que... Ce qu'il faut souligner, c'est que toute la mouvance indépendantiste, c'est vraiment quelque chose qui vient de la société civile. À un moment donné, c'est en 2010 que nous avons une sorte de lac Mig à la catalane, en sens qu'il y a une charte... Je fais brièvement, mais il faut quand même le comprendre. Il y avait une charte d'autonomie, le texte qui réglemente la relation avec l'Espagne. Donc, les Catalans ont voulu mettre ça à jour. Ça a été approuvé 90 % des députés en Catalogne. Ça a été ratifié avec quelques petites coupures par les chambres de communes à Madrid. Référendum approuvé, tout va bien. Mais Mariano Rajoy, à l'époque chef de l'opposition, décide de contester cette nouvelle charte d'autonomie au tribunal constitutionnel, que pendant 4 ans, avec des conservateurs et progressistes, ne se mettaient pas d'accord. Mais en 2010, ils charcutent un texte, 14 articles annulés, 27 réinterprétés. Et c'est là où beaucoup de gens en Catalogne qui étaient pour une vision fédérale, confédérale de l'Espagne, qui croyaient à que ça changer. Pouvait fonctionner, mais Ils se rendent compte que non, que la voie la plus pragmatique, finalement, c'est l'indépendantiste. Et c'est la société civile qui est au cœur des manifestations monstres depuis 2010 jusqu'à 2007. Par contre, avant d'être à Barcelone, j'étais à Madrid parce que je voulais entendre l'autre point de vue. Et effectivement, à l'extérieur de la Catalogne, vous entendez un tout autre son de cloche. Nous, les Québécois, on est habitués à lire du Québec bashing dans les médias canadiens anglais. Bien, il y a un Catalogne bashing assez sérieux dans les médias hors Catalogne. Vous lisez El Día, ABC, La Razón, El Periódico, et on avait le sentiment que c'était tout écrit par la même personne. Et vraiment, là, on y allait raide, là. Hitler, la xénophobie, des affaires effrayantes. En dehors de la Catalogne, c'était vraiment l'unité nationale à n'importe quel coup. Et quand le gouvernement Rajoy a décidé d'envoyer des policiers du reste de l'Espagne en renfort en Catalogne, bien, il y en avait beaucoup qui se faisaient ovationner quand ils quittaient leur village à eux pour aller en Catalogne, comme si c'était une espèce de corps expéditionnaire allant mater une colonie rebelle au fin fond des tropiques. C'était vraiment très troublant. Il ne faut pas oublier non plus que, oui, il y a eu presque 900 blessés, mais les partis populaires ont 900 élus qui sont dans des causes judiciaires en ce moment. Oui. Tous les trésoriers du Parti populaire, les 4 derniers trésoriers, ils sont en cours en justice. Il y a des... Pendant qu'il y a eu aussi, pendant la campagne référendaire, à un moment donné, il y avait dans un bureau de justice qui est passé au feu, parce que cette nuit-là, donc l'alarme avait été déconnectée. C'est là où se concentraient la plupart des procès contre le Parti populaire. Donc oui, cet écran fumé, ça sert aussi pour cacher quelque chose qui sape vraiment la politique espagnole, qui est la corruption. La commission Charbonneau, c'est de la petite bière. Mariano Rajoy et son parti sont impliqués dans des affaires de financement politique effrayantes. Alors évidemment, quand il vient faire la morale aux autres sur le respect de la loi, disons que sa crédibilité là-dessus est un peu fragile. Vous parlez tout à l'heure de l'opinion publique espagnole. Moi, c'est effrayant, mais au moment où il y avait toutes ces images et que tout le monde en parlait et tout se passait autour, la télévision publique espagnole
a passé la journée à rediffuser des documentaires sur les pingouins d'ici, tout de Madagascar. C'était fou. Et j'ai des collègues même, je ne vais pas les nommer, mais il y a des personnes qui me disent « Mais non, d'après ce que j'ai vu, c'est pas vrai, c'est impossible, c'est inimaginable. » Pour moi, c'est un Espagnol qui me dit « C'est inimaginable. » C'est sûr que c'était pensé d'avance par les indépendantistes, la provocation pour créer ces images. La police espagnole ne ferait jamais de matraquer des gens qui sont dans la résistance pacifique. Ces personnes-là s'informent avec la Razón, ABC, etc. C'est fou. Chez nous, le premier ministre Justin Trudeau ne s'est pas trop mouillé. Il refuse de condamner la répression du gouvernement espagnol. Manon. D'abord, évidemment, nous condamnons toute violence. Nous appelons à la paix et la stabilité. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, je ne veux pas commenter sur des processus internes à d'autres pays, sur des questions de souveraineté. C'est ce qu'on appelle du bout des lèvres, c'est ça. Hein? Mais vous avez dit tout à l'heure, Joseph, qu'en Europe, les gens ne voulaient pas trop commenter les dirigeants parce qu'il y avait des autonomistes dans chacun des pays. Est-ce que Justin Trudeau a fait la même chose en pensant au Québec, par exemple? Absolument. C'est clair que Justin Trudeau n'aimerait pas que des intervenants étrangers viennent appuyer la souveraineté du Québec. Alors évidemment, de la même manière, il ne se mêlera pas de ce qui se passe en Espagne. C'est une réaction parfaitement normale et c'est pour ça que les Catalans sont un peu seuls. Je vous rappelle, par exemple, qu'en 1995, quand Jacques Chirac était président de la France, il avait été à CNN et à Larry King. Il avait dit oui, s'il y avait un oui du Québec, la France le reconnaîtrait. Les Catalans, eux, attendent encore cet appui international. Le problème, évidemment, c'est qu'ils n'ont pas de mère patrie, comme les Québécois ont la France de jadis. Et dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, vous avez beau déclarer la souveraineté, ce sont les autres qui décident si vous admettent dans le club. Moi, je tiens quand même à saluer vraiment la motion qui a été approuvée cette semaine par l'Assemblée nationale du Québec, qui déplore vraiment l'attitude autoritariste de l'Espagne, qui fait un appel justement à cette négociation et médiation internationale. Alors, en tant que président de la communauté catalane, je dis merci Assemblée nationale et M. Trudeau, faites quelque chose parce que vous n'aurez pas le choix probablement dans les prochains jours agir et parler haut et fort et dénoncer ce qui se passe. Donc, en théorie, demain lundi est une journée extrêmement importante pour les Catalans. En pratique, on ne le sait pas. On ne sait pas du tout. Mais j'ai quand même, pour citer un poète catalan, J.B. Foix, qui dit « Els bells camins comencen allà on creieu que s'acaba la carretera ». Le plus beau chemin commence là où vous croyez que la route se termine. Et pour citer sinon Gaston Miron, les Catalans sont arrivés à ce qui commence. Alors j'ai vraiment l'espoir parce que ça a été vraiment une belle lutte. Ça va bien finir. Merci à vous deux. On vous revient après la pause.